Ben maintenant qu'on est là-dedans et qu'on a avancé un petit peu, est-ce que tu peux nous parler des différentes techniques de production et de stockage finalement de ces eaux donc purifiées au PPI, voire même le hautement purifiées comme t'en as déjà parlé un petit peu avec la distillation par exemple, mais comment on fait pour produire, pour fabriquer cette eau finalement? Donc, point de départ, eau potable, on est d'accord là-dessus. D'accord. Ensuite, on va commencer à débarrasser l'eau de certaines impuretés pour arriver à une qualité qui est décrite dans la pharmacopée. Donc, je vais peut-être faire juste une petite parenthèse pour savoir quel est le point. On part d'un point A qui est l'eau potable, quel est le point B à atteindre. La pharmacopée européenne ou US nous dit il vous faut une eau purifiée avec une conductivité. Donc, on est sur tout ce qui est minéralité de l'eau, qui Mhm. doit être inférieur à 4,3 microsiemens à 20 degrés, par exemple, pour l'eau purifiée, pour la pharmacopée européenne, et 1,1 maximum pour la pharmacopée US à 25 degrés. Mhm. OK? Donc, on a tout ce qui est sels minéraux à débarrasser, en tout cas en bonne partie. Ensuite, on a bien entendu les impuretés, on va dire les solides non solubles. On ne va pas se retrouver avec des cailloux et Ah ouais. du sable, des choses comme ça. Ça Et gratte. on a, Mais t'as le droit dans l'eau potable. Les cailloux, t'as le droit dans l'eau potable. Ah oui, dans l'eau potable, on bien, peut avoir du sable. bien entendu, on trouve des particules dans l'eau potable, on Ouais. trouve à boire et à manger dans l'eau C'est ça. potable. Et ensuite, on va aller attaquer, en fait, on va aller du plus grossier au plus fin. Donc, on a les particules non solubles, ensuite tout ce qui est soluble, la minéralité, enfin tout ce qui est sels minéraux, et ensuite on va aller vers la matière vivante. Surtout qu'on a des contraintes aussi en matière de qualité microbiologique. On est sur une eau purifiée avec une norme à pas dépasser à 100 CFU par millilitre. Quant à l'eau PPI, elle doit être inférieure à 10 CFU par 100 ml, avec une exigence sur les endotoxines bactériennes pour l'eau PPI inférieure à 0,25 UI par ml. Là, je fais juste une Donc, petite parenthèse sur l'OPPI parce que j'entends beaucoup, pour avoir aussi sur ça pas mal de sites stériles, de gens qui disent, ouais, mais l'OPPI, elle est stérile. Ou en tout cas, quasiment, quoi. Quasiment, c'est pas faux, mais en tout cas, l'OPPI, à aucun moment, elle n'a des normes de stérilité, quoi, en fait. Donc oui, elle est hautement purifiée, très, très traitée, et à la fin, on a un niveau bactérien, un niveau voilà, d'endotoxine, donc de pyrogène, ou un niveau microbio qui est très, très, très maîtrisé, mais en aucun cas, les normes de l'OPPI, c'est d'être stérile. Même si elle est Ça semble considérée, logique. voilà. Bah oui, ça paraît logique. Mais sous-entendu, on ne peut pas demander à des eaux de Ah rinçage oui. d'OPPI on a parlé tout à l'heure qu'on les utilisait, on utilise OPPI pour des eaux de rinçage ou des choses comme ça. On ne peut pas demander à une OPPI qui n'a pas été plus traitée que ça, c'est-à-dire qui sort d'une boucle, d'être plus stérile que la norme. C'est-à-dire que si on se dit à la fin, il faut que mon eau de rinçage, elle soit stérile, sachant qu'on utilise de l'OPPI, ça ne marchera pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir en tête que il y a ces limitations qui sont liées au contrôle et aux specs qui sont des specs pharmacopées, entre guillemets, et que voilà, c'est très très purifié, mais ça n'est pas stérile, c'est de l'OPPI, quoi. Si on disait stérile, il faudrait faire un Bioburden avant, du coup. Sinon, on pourrait faire Bioburden, un test de sté, hein, ce que tu veux, mais, Ah non, mais c'est ça, mais faut de voilà. la métilité, Mais mais en non, théorie, enfin, si on applique la même chose prod à utilité, ça veut dire que si on dit c'est stérile, donc le moyen de stérilisation, il faut faire un Bioburden en amont, quoi. exactement. Donc, Ah on oui, pourrait faire, voilà. Donc, c'est pour ça que l'OPPI n'est pas de l'eau stérile. Elle est maîtrisée, mais elle n'est pas stérile. merci Alexandra, elle a répondu à Eliotn qui nous demandait ce que c'était que CFU, unité formant colonie. Ah oui, en unité, bah oui, tu reverras, Répondez-vous dans le chat, c'est c'est ça bien. qu'on aime. C'est ça Ouais, en qu'on gros, c'est le aime. nombre de C'est ça qu'on bactéries. aime. Mais tu reverras les lives sur la microbio, c'est en gros le nombre de bactéries revivifiables qui est capable de reformer une colonie par des multiplications successives. En Et gros, qui c'est ça. devient visible du coup. Exactement. parfait. Voilà. Je voulais faire cette parenthèse. Juste, Merci. Ouais. juste une précision par rapport à la stérilité de l'OPPI, et c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. On parle bien ici d'eau PPI et d'eau purifiée d'ailleurs vrac. Oui. Oui. On est sur du vrac et c'est pour ça qu'on ne parle pas de stérilité parce qu'on est sur du vrac. Bien entendu, quand on vend des unités conditionnées d'eau PPI pour, reprendre, enfin pour solubiliser un produit injectable, Mhm. c'est stérile. Là, Oui, mais c'est parce qu'elle a stérile. été, elle sort pas d'une boucle, en fait. Elle a été filtrée ou elle a été stérilisée.
Enfin, tout elle a à été en fait. général autoclavée ou filtrée autoclavée ou ce que tu veux, mais là, pour le coup, elle a subi un test de ST, etc. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment apporter cette notion de vrac, c'est extrêmement important. Alors Mhm. après, le fait que l'OPPI ne soit pas stérile en termes d'exigence, c'est un challenge. Parce que si on était sur de la stérilité, on pourrait maintenir dans des conditions, on va en parler aussi un petit peu, on pourrait maintenir la qualité. Mais lorsqu'on a déjà, euh, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est surtout de maîtriser le niveau de contamination. Une fois qu'on a produit cette eau, cette qualité d'eau, que ce soit l'eau purifiée ou l'eau PPI, l'objectif du stockage et de la distribution sera de maintenir le niveau de contamination dans les boucles de distribution. Mhm. Donc, si on reprend la chaîne de traitement, on va être sur, dans un premier temps, des opérations assez classiques de filtration pour retirer les matières en suspension, les matières solides. On peut être aussi amené à faire des filtrations assez spécifiques pour ce qu'on appelle des matières colloïdales. Et là, on trouve pas mal de colloïdes, notamment dans les eaux de surface. Dans certains pays, on utilise surtout de l'eau de rivière et il y a pas mal de colloïdes qu'il faut retirer. Ensuite, on va commencer à modifier un petit peu la composition chimique de l'eau. Et l'eau, étant un solvant très puissant naturellement, il a tendance à solubiliser beaucoup de sels minéraux à travers, enfin, tout ce qu'il va rencontrer dans son parcours, dans les rivières, dans les montagnes. Il va solubiliser la roche, il va récupérer donc des sels minéraux, il va également récupérer de la matière organique, il va récupérer malheureusement un peu de pollution aussi. Donc Mhm. on va commencer par traiter l'eau déjà en vue de la traiter. On va commencer Pré-traitement. par l'adoucir. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de pré-traitement effectivement. Donc on va l'adoucir pour pas que le tartre nous embête dans les opérations qui vont suivre. Donc on va enlever le calcium, magnésium par des résines échangeuses d'ions et on va parler d'adoucisseur. Donc ça, c'est la première étape de modification, j'ai envie de dire, de la formule chimique de cette sauce hein, complète. Mhm. Et ensuite, on va rentrer vraiment dans le cœur du réacteur en déminéralisant l'eau. Et aujourd'hui, pour faire simple, on utilise surtout des membranes d'osmose inverse. L'osmose inverse étant connue pour, comme son nom l'indique, inverser un phénomène naturel qu'on appelle l'osmose. Et on va l'inverser par l'application d'une pression qui est égale à la pression osmotique de l'eau. Et cette pression osmotique dépend de la quantité de sels qui sont solubilisés. Donc, dépend typiquement de la conductivité de départ. Mhm. Une fois qu'on a retiré finalement ces sels minéraux de manière partielle, hein, parce que l'osmose inverse n'est pas un phénomène absolu, il y a ce qu'on appelle des fuites de sel sur ce procédé, on va finir le job, on va faire ce qu'on appelle du polissage avec une étape complémentaire qui peut être de l'osmose inverse. Donc, on va aller sur un double étage d'osmose. On appelle ça une double osmose, hein, communément. Ou alors, on va faire quelque chose de plus poussé en termes de déminéralisation. On peut utiliser à nouveau des résines échangeuses d'ions, mais cette fois-ci, des résines qui vont pas être les mêmes que celles qu'on utilise pour de l'adoucissement. On est sur des résines cationiques fortes, des résines anioniques fortes qui vont justement absorber les cations et anions. Mhm. Et on va pouvoir comme ça déminéraliser l'eau jusqu'à un stade très intéressant. On peut aller, si on pousse le procédé, techniquement, aujourd'hui, on peut débarrasser l'eau à 100% de ces sels minéraux via ces résines échangeuses d'ions et on peut aller donc jusqu'à une conductivité ou une résistivité de 18,2 mégomes qui est liée simplement à la polarité de la molécule H2O. On ne va pas jusque-là lorsqu'on parle de production d'eau purifiée et d'eau PPI parce que ce n'est pas nécessaire. Hein, on nous demande du 4,3 microsiemens Mhm. en eau purifiée, 1,1 en eau PPI. PPI. Donc, on va s'arrêter au stade qui nous arrange. Généralement, quand on sort de ces installations, on va prendre un peu de marge, bien entendu. Hein, on ne va pas s'arrêter pile à la norme
demandé, on se prend une marge supplémentaire pour éviter tout risque de débordement, on va dire, par rapport à la conductivité, sachant que les normes que nous demandent aujourd'hui les pharmacopées, ce sont des normes au point d'utilisation. Oui. Ah oui. Et dans ce que, Au point de vue dans des ce que je on viens de- utilise vraiment. voilà. Et dans ce que je viens de vous dire là, on est à peine sorti de ce qu'on appelle le producteur. Oui. Bon, bien Donc, entendu, faut aller le mettre, que la flotte, elle aille jusqu'à Ludo qui va s'en servir pour faire de la prod. Pour nettoyer, Voilà. pour formuler, pour tout ce que tu veux. Moi, je tourne que la vanne, moi. Toi, tu tournes la vanne, Ouais. tout ce qui est en amont, là, tu vois, la polarité de l'eau, tout ça, hein, t'en fous, toi. Hein. Tu veux qu'on montre ton schéma ou pas? Ton petit dessin? eh ben, vas-y. Allez. Ah oui, oui. Alors, il y a un schéma très, vraiment, pour illustrer, regardez bien ce schéma, parce que là, vous allez tout comprendre. Un vrai PID très technique. Voilà, mais je vous pense que c'est allez très intéressant comprendre. pour tout le monde. Voilà. Un petit clin d'œil à François Morel, qui est l'auteur de ce PFD, on va dire, parce qu'un PID, c'est un petit peu plus technique. Là, on n'a pas mis les instruments de mesure. C'est On n'a vrai. pas mis les capteurs, mais voilà. Donc, avec un manifold de plusieurs qualités d'eau. Et là-dedans, on a de l'eau purifiée, de l'eau PPI. Donc, vous avez le côté de chez Fred, j'ai envie de dire. Le côté zone propre. Ouais. Avec Ludo qui va Voilà, ouvrir sa moi, vanne. j'ai cherché ma vanne, là. Moi, j'ai mon petit chariot, je cherchais ma vanne. Moi, je cherche pas à comprendre, quoi. Il y a de l'eau PPI, l'eau Tourne la vanne, il y a marqué. la potable. Je cherchais, et je sais pas ce qu'il y a derrière le mur, quoi. Et puis voilà ce qui se passe derrière la cloison. Bien entendu, c'est une vanne. Hein. Excellent. Ah, comment c'est François Morel? Non, comment c'est? C'est Morel? François Morel, François donc, Morel, qui, ouais, qui dessine, qui a beaucoup, qui fait c'est un beaucoup de choses. génie qui fait partie de la famille à 3P aussi et qui peut faire ce genre de dessin à main levée en 10 minutes. Et il est très, très inspiré lorsqu'on parle flotte tous les deux. Et toi, tu as le dessin original Et oui, j'ai ce privilège, effectivement. qu'on Mais voit oui. derrière toi. Regardez sur Internet, même juste pour ceux qui veulent regarder François Morel sur Google, hein, je veux dire, vous le googlez, ou François Morel à 3P ou des trucs comme ça. Il y a quelques dessins. En général, c'est des trucs loufoques et des trucs humoristiques sur le monde de l'industrie pharma. Souvent, il Ouais, mais il met toujours le doigt sur un truc qui est un peu vrai quand clairement. même. Quoi. Ah, mais clairement, c'est Oui. 100% vrai. Et puis voilà, pour la vanne, ça dit beaucoup de choses quand même. Dans le mille. Donc, si on reprend le flux, une fois qu'on a produit, il faut bien entendu stocker parce que on peut pas alimenter une usine complète avec une installation en flux tendu. On est obligé de stocker l'eau pour avoir un réservoir. Et ensuite, on va distribuer au niveau des différents points d'utilisation. Donc, on va aller sur des zones de production, on va aller sur des laveries, sur le laboratoire, la chimie. voilà. Ouais. La microbio, partout. Hein. Donc, une fois que c'est distribué, ça doit être distribué en boucle pour éviter la stagnation. Parce qu'une fois qu'on a produit, donc on a cette qualité d'eau, il faut la conserver. Et là encore, les pharmacopées s'accordent à dire qu'il faut absolument mettre en place des systèmes qui permettent de conserver la qualité de l'eau au niveau de ces réseaux de distribution. On en parlera aussi, hein, des systèmes de désinfection, des choses comme ça. Vous me dites quand est-ce que vous voulez qu'on aborde ça. Et Quand donc, tu veux, c'est voilà. toi la chef. Voilà, ben, je peux continuer du coup. Non, avec non, juste avant, j'ai une question parce que on entend vraiment parler de tout le temps de boucle d'eau, boucle d'eau. Les gens disent, on parle de, voilà, c'est la boucle, etc. En 2 mots, est-ce que tu peux nous dire, bon, ça, le mot veut aussi dire ce qu'il veut dire, hein, je veux Oui. dire, mais qu'est-ce que c'est une boucle d'eau? C'est-à-dire que un endroit, tu produis de l'eau, tu fais tout le tour de l'usine avec les points de distribution, et l'eau revient à son point de départ, en gros. Tu boucles la boucle. Parce que on entend parler des points de prélèvement au départ de boucle, au retour de la boucle, sous-entendu qu'entre les deux, bah, elle a été se balader, distribuée, passer sur des vannes qui ont été ouvertes, fermées, peut-être se faire contaminer, on ne sait pas, et revenir à l'endroit où elle va être traitée et refaire des tours multiples, entre guillemets. C'est pour ça qu'on appelle ça boucle d'eau. Alors, effectivement, on a des systèmes bouclés, hein, donc ça veut dire qu'on est sur des circuits fermés.
C'est des circuits qui doivent rester fermés. On a une seule partie qui est en contact avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les vents de la cuve de stockage. La cuve de stockage, vu qu'elle se remplit, elle se vide, forcément, il faut qu'elle respire, elle est en pression atmosphérique, et donc il y a un contact avec l'atmosphère, et à ce moment-là, on met un filtre stérilisant sur les vents de la cuve pour pouvoir faire rentrer de l'air stérile dans la cuve lorsque c'est nécessaire. Tout le reste est un circuit entièrement fermé, hermétique. On a des vannes de puisage au niveau des points d'utilisation qu'on va mettre dans des règles bien spécifiques. Ce sont généralement des vannes à membrane avec ce qu'on appelle un bras mort extrêmement réduit. Oui. Il faut qu'il y ait une certaine turbulence dans la boucle pour éviter la stagnation, parce que qui dit stagnation dit forcément adhésion des micro-organismes sur la tuyauterie, sur les équipements, sur les capteurs qui sont en travers de cette boucle. Et qui dit adhésion dit risque de prolifération microbienne, et donc c'est là où les ennuis commencent. Alors du coup, ça va, donc ça veut dire que dans une boucle d'eau, c'est turbulent, c'est pas laminaire. Enfin, C'est pas un flux. Ouais, non, mais enfin, toi, oui, c'est bah oui. je connais rien en fluide, moi, mais. Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est pas une haute à flux laminaire. non, mais ça veut bien dire qu'à l'intérieur de la boucle, tu as vraiment des rebonds de la flotte sur la paroi et qui viennent faire des volutes à l'intérieur de ta boucle. Non, je ne l'imaginais pas, ça me semble effectivement logique. Quoi. Alors, il faut créer ce qu'on appelle un chaos thermodynamique, dans le sens où on a carrément quantifié en fait cette turbulence par des notions de mécanique des fluides, notamment le nombre de Reynolds. C'est un paramètre qui calcule la turbulence de la boucle. Et c'est un élément essentiel dans le dimensionnement de la tuyauterie, notamment le dimensionnement des pompes qui vont servir à pousser l'eau à travers la boucle. Et parce que non seulement il faut qu'on arrive à avoir de la turbulence dans la boucle, mais il faut qu'on l'ait en tout moment, qu'on soit en puisage ou pas. Lorsque vous ouvrez une vanne, forcément le débit au niveau de la boucle va diminuer, puisque vous êtes en train de soutirer de la matière. Et le problème, c'est que lorsqu'on veut retourner dans la cuve une fois qu'on a bouclé le circuit, il faut qu'il y ait encore suffisamment de turbulence sur le retour de boucle. C'est pour ça, lorsqu'on parle de prélèvement au retour de boucle, on est déjà dans une logique de worst case, notamment lorsqu'on est en phase de puisage. Donc, le Reynolds, extrêmement important, c'est un paramètre qui dépend de la section de la tuyauterie. Ah, c'était ma question en fait. Qu'est-ce qui crée de la turbulence dans la boucle ? La taille du tuyau. Voilà, effectivement, c'est la taille des tuyaux, donc la section de la tuyauterie et la vitesse de passage de l'eau dans la tuyauterie, avec des notions, bien entendu, qu'il faut modéliser avec la température, puisque la viscosité de l'eau change en fonction de la température aussi. Donc, on joue sur la section, la vitesse et la viscosité. Ce sont vraiment des éléments de design extrêmement importants, et c'est ce qui permet, par exemple, de gérer, lorsqu'on est sur des boucles qui font plusieurs points de puisage, trentaine, quarantaine de points de puisage, on peut être sur des boucles qui font plus d'1 kilomètre, où là, on va commencer à gérer, par exemple, les priorités d'ouverture de vannes. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, si tout le monde se met à ouvrir les vannes en même temps, on va écrouler le débit, notamment sur le retour de boucle, et on va se retrouver avec un petit ruisseau qui retourne dans la cuve. Et ça, c'est pas bon du tout, voire même on l'interdit lorsqu'on travaille sur les automatismes et la gestion des priorités. On fait en sorte que même si on est en foisonnement 100% d'ouverture de vanne, en tout cas les hypothèses de départ doivent être bien décrites pour qu'il n'y ait pas de régime justement laminaire en retour de boucle. Ouais, ou sinon tu te dis sur les 10 vannes qu'il y a, j'en sais rien, l'automate il te dit que tu peux pas en avoir plus de 3 ouvertes en même temps, sinon t'es pas dans ton état, on va dire, qualifié ou ton état standard de ta boucle. Des trucs comme ça, parce qu'effectivement, si tout le monde tire en même temps sur la boucle et que tout le monde ouvre les vannes, ça marchera pas. C'est ultra intéressant. Je sais pas ce que vous entendez dans le chat, moi je bois les paroles de Sama. Comme de l'eau, comme un bon verre d'eau.
Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que cette notion de turbulence, moi, j'étais à un milieu de l'avoir en tête, quoi. C'est bien, c'est intéressant, ouais. J'ai envie de dire, le point le plus, enfin, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que, et ça fait écho au Change Control, hein, le live précédent que j'ai trouvé super intéressant et qu'on peut également faire un lien avec celui-ci, c'est qu'il arrive parfois que l'installation, elle a été dimensionnée avec un certain nombre d'hypothèses de départ. Et ben, au cours de la vie de l'installation, on se rend compte qu'on a besoin de créer 2-3 points d'utilisation supplémentaires. Et puis, ben, on se dit, il n'y a pas de raison, c'est de l'inox, on coupe et on intègre une vanne en plein milieu. Et puis, ben, on est bon, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, on attend l'arrêt technique de l'été et puis on ramène un soudeur, il va nous faire ça et puis c'est bon. Et puis, 6 mois après, on se rend compte qu'on commence à avoir quelques soucis microbiaux. Et ben, Change Control, justement, Change Control pour étudier l'impact de ces nouveaux consommateurs sur l'équilibre hydraulique de la boucle. Ça me fait trop peur, je suis en train d'installer une boucle d'eau C'est vrai. Une nouvelle ligne, du coup, je suis trop en train d'en ouais. Voilà, Change Control. Du coup, demain, je vais lancer une réunion en urgence. Est-ce qu'on a pensé à et le Reynolds et tout ça, vous avez pensé au Reynolds? Ouais, c'est tout sur ça, toi. On va aller regarder le live. Il y a deux petites questions. Alors, c'est complètement décousu parce que c'est pas du tout ce qu'on avait prévu dans le conducteur, mais c'est pas grave, vu qu'elles arrivent dans le chat, comme d'habitude, on s'adapte. Il y a Alexandra Montluçon qui nous dit, en cas d'arrêt programmé de la boucle, en prod, ils veulent stocker en conteneur et ça la fait grogner. Elle demande si c'est à tort ou à raison. C'est du style, je pense, pendant l'arrêt technique, quand on en a, on coupe la boucle et voilà. On se fait une petite réserve dans une cuve en conteneur. Est-ce qu'elle a tort de grogner ou pas? Moi, je me permettrais, ça dépend de quelle utilisation, parce que je pense que là, ça dépend à quoi utiliser l'eau et de quelle eau on parle. Est-ce qu'on parle d'eau PPI ou d'eau purifiée? Si on parle d'eau PPI qu'on va mettre après dans une formulation, ça a raison que tu grognes. Après, ça dépend quelle est l'utilité qu'on en a, etc. Mais qu'est-ce que t'en penses, Sama? Ben, moi, je grognerais dans les deux cas de figure, à moins que ce soit pour arroser les fleurs et encore. Carrément. Même pas de l'eau potable. Et bam, encore plus drastique. Après, tout dépend du temps de stockage, mais je pense pas que ce soit pour stocker 2-3 heures. Hein. C'est forcément, enfin, j'imagine si c'est pour un arrêt technique. Oui, on parle au moins 1, 2, 3 semaines, voire plus. Quoi. Là, effectivement, à part les fleurs. Même les fleurs, je pense qu'elles vont pas aimer parce qu'elle est totalement déminéralisée, elle est perturbée. Hein. C'est une eau qui ressemble plus à rien. Donc, j'irai même pas pour arroser mes tulipes avec. Hein. Ça, c'est maintenant, un très bon point, c'est que l'eau est pas potable. Hein. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'eau potable, c'est à la base, mais l'eau purifiée et encore moins l'eau PPI ne sont potables. C'est-à-dire que vous buvez de l'eau PPI, pour la faire simple, ça va pas bien se passer dans votre intestin. Pour être très clair, c'est parce que justement l'osmose est complètement déséquilibrée et par définition vos cellules elles ont un équilibre osmotique entre l'intérieur et l'extérieur, notamment dans votre intestin, qui fait que si vous buvez de l'eau PPI, ça va pas bien se passer pour vous. Faut être pas loin des toilettes. T'es en train de dire que toutes les pubs qu'on avait buvaient de l'eau ultra pure. Non. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est pas potable de l'eau ultra pure. Non, il vaut mieux éviter, ouais. Il vaut mieux prendre du vin à ce moment-là. Tu as raison. En tant que bourguignon, je suis d'accord. Donc oui, je pense que oui, c'est pas forcément une bonne idée, voire même une mauvaise idée d'envisager de stocker l'eau pendant l'arrêt technique. Faut savoir que même dans une cuve de stockage, parce qu'il y a bien une cuve à un moment ou un autre dans le process, dans une cuve, on va calculer le taux de renouvellement de l'eau dans la cuve. C'est assez dans la conception, on va faire en sorte que l'eau soit renouvelée le plus possible. Et derrière, au niveau de la boucle de distribution, on va avoir des systèmes de maintien spécifiques de la qualité d'eau, notamment sur le plan microbiologique. Et on va être notamment lorsqu'on est sur des procédés froids, donc que ce soit de l'eau purifiée fabriquée par osmose, électrodéionisation, donc c'est les résines échangeuses d'ions dont je parlais. On n'a pas parlé de l'eau PPI qui va être fabriquée à peu près de la même manière depuis que la pharmacopée européenne l'autorise. La pharmacopée chinoise, par exemple, continue à demander de la distillation pour faire de l'eau PPI. Petite parenthèse.
Mais quand on est sur des boucles froides, on peut utiliser quelque chose comme l'ozone qui permet de désinfecter l'eau en continu. Donc, malgré toutes les précautions, le Reynolds, le renouvellement de la cuve, le maintien de la température aussi, extrêmement important parce que tout ce qui est prolifération microbienne est très sensible à la température. Donc, on va maintenir la température de la boucle de manière à ce que ça ne dépasse pas les 20 degrés, on va dire. L'ozone permet de maintenir en continu un niveau de contamination microbienne, notamment au niveau de la cuve de stockage, parce que c'est là où il y a le moins de turbulences. Et lorsqu'on est sur la boucle de distribution, on va détruire l'ozone en continu par un rayonnement UV. Donc, on met des lampes UV très facilement qui vont craquer l'ozone et qui feront que Ludo sera content de ne pas avoir de l'ozone quand il va ouvrir sa vanne de... C'est mieux. mieux. Et quand l'eau revient, encore une fois, comme c'est bouclé, quand ça revient sur la cuve, à nouveau, elle est exposée à l'ozone parce que l'eau qui est dans la cuve barbote en continu. On fait barboter l'ozone en continu dans la cuve de stockage. Donc, c'est pour ça que c'est bouclé. On a un système de désinfection en continu grâce à ce biais-là. Donc, encore une fois, je ne pense pas que dans des jerrycans, on puisse mettre en place ce genre de système. Non, on est d'accord. Hein. Moi, j'ai poussé la question pour la poser, mais on est bien d'accord que c'est pas possible. Après, ça dépend pourquoi tu l'utilises, pour faire un nettoyage, pour faire... Oui, bien sûr, si c'est un nettoyage pour faire le seul mur plafond d'une zone de classe D, peut-être que... Voilà. mais clairement, non, parce que... Je dirais même... Enfin, je sais pas. Même pour nettoyer une zone... ça me dérange. Sur le principe, c'est pas vraiment bon. Bah oui. Ça me dérange parce que finalement, prendre de l'eau potable, on sait au moins qu'elle est chlorée. En tout cas, on vérifie qu'il y a bien le chlore qui va dessus. Et on n'a pas de problème de ramener. Oui, bien sûr. Hein. Parce que si sur la partie microbio, la seule façon de stocker un peu longtemps de l'eau pour maîtriser les microbios, ce serait que ce soit de l'eau, enfin les holding time stériles d'une cuve d'eau qui a été filtrée au travers d'un filtre 0,22 par exemple. Et où c'est qu'on a quelques jours de holding time avant d'aller, par exemple, remplir des flacons d'eau ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour maîtriser la partie microbio de la flotte, c'est pas une vraiment bonne pratique. J'ai vu France qui nous dit dommage de la détruire, l'ozone. L'ozone donne un confort de baignade incomparable. Carrément, pourquoi pas. Et du coup, oui, Alexandra, tu peux grogner encore plus fort avec les conseils de tout le monde. Lâche-toi maintenant, quoi. Et il y a une autre question de François. Je crois qu'on l'attaquera tout à l'heure. Il parle de biofilm et de rouging. On en parlera plutôt dans la partie d'après, qui est déjà largement entamée. Mais bon, voilà. Effectivement, si on ne veut pas finir à 23h, il faut qu'on avance. On a parlé technique de... Non, mais on pourra pas tout dire. On pourra pas tout dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, hein, parce qu'on pourrait parler de la conception des boucles, de tout ce qu'il y a, de toutes les préconisations, mais on pourrait faire juste un live entier sur comment concevoir une boucle d'eau, quasiment, quoi. Est-ce que, du coup, il y a quand même des bonnes pratiques, on va dire, que ce soit de conception, de prélèvement ou des choses, je veux dire, ton top 3, s'il fallait en garder que 3, pour quelqu'un qui demain veut monter une boucle d'eau ou voilà, ce serait quoi les grosses erreurs à pas faire, on va dire. C'est vrai que c'est compliqué à choisir, mais si on veut vraiment les hiérarchiser, on a parlé du Reynolds, on peut parler donc tout ce qui est, c'est en lien avec le Reynolds, c'est tout ce qui est bras mort. Donc là aussi, il faut de la turbulence, mais il faut de la turbulence partout. Et lorsqu'on met des points de prélèvement, lorsqu'on met des vannes de soutirage, il faut faire en sorte que le petit bras qui dépasse de la veine mère en fait de l'installation, il faut que la vanne ne dépasse pas en termes de longueur 3 fois le diamètre de la tuyauterie. Donc, ça c'est la règle des 3. C'est une règle, ça, c'est ça. C'est la règle des 3D. On parle des 3D, voilà, c'est ça, la règle des 3D. Vous la trouverez dans la littérature. Je connaissais les Shruti. Mais là, c'est les 3D, ouais. Donc, on a la règle des 3D, on a le Reynolds, on a également le RA. RA, c'est l'indice. Sama, tu peux redire la règle des 3D? La règle, donc en fait, donc tu vas avoir ton tuyau principal qui est là, d'accord? Et sur le tuyau principal, tu vas avoir une vanne qui va venir être soudée en perpendiculaire.
Alors, le diamètre de la tuyauterie qui est ici par rapport à la longueur du bras, donc tu as le D qui est là, la longueur de la sortie par rapport à l'axe ne doit pas, en fait, comment dire, tu as 3 fois le diamètre ici, ça doit être inférieur à la longueur du bras. D'accord, ok. C'est pour faire en sorte que lorsque tu as de la turbulence dans ta tuyauterie, que lorsque tu as ta vanne qui est là, et ben la turbulence, elle va aller racler finalement les merdes, enlever les merdes et continuer si tu as un flexible qui va au bout de la machine de l'autre côté, donc tu as un tuyau qui fait 1 mètre de long derrière ta boucle, bah forcément c'est considéré comme un bras qui est très très mort. Il y a François Cabouet qui demande, on parle bien du diamètre interne. Le diamètre interne de la tuyauterie, tout à fait. Parce qu'après, effectivement, en fonction des normes de tuyauterie, les épaisseurs ne sont pas les mêmes. Et donc, tu parlais aussi du RA, du coup, de la, entre guillemets, de la rugosité, c'est ça? Tout à fait. Donc, la rugosité, généralement, on essaye de rester sur de l'inox parce que c'est une matière qui reste assez inerte. Par contre, il faut un traitement de surface spécifique qui permet d'avoir une surface assez lisse. Encore une fois, pour éviter que les micro-organismes aillent se nidifier dans les aspérités que peut présenter la surface. Donc, il faut que ça soit lisse et pour ça, on a quantifié aussi le lissage de la surface par le RA ou l'indice de rugosité qui est généralement doit être inférieur à 0,8 microns lorsqu'on est sur de l'eau purifiée. Et lorsqu'on veut aller sur des grades un petit peu plus stricts, pour l'OPPI, on va être sur du 0,6, voire du 0,4 micron, et avec des traitements de surface, du polissage, de l'électropolissage, pour avoir quelque chose de vraiment très, très lisse. Partir d'une bonne soudure et après du polissage des trucs pour avoir, voilà. Non, c'est vrai. Et c'est là où il ne faut pas que ce soit le soudeur du coin, ça marchera pas s'il veut faire une soudure. Parce que là, derrière, tu peux électropolir tout ce que tu veux, si ça part d'un truc dégueulasse. Ça sera toujours un nid à caca. Question bête, c'est de l'inox 316 ou obligatoirement? Toi, je me pose la question. Obligatoirement du 316L, minimum 1,4404. Ce sont des références qui sont liées à un alliage spécifique. Que l'inox est un alliage de plusieurs métaux en réalité. Et c'est codifié là aussi. On est sur du 1,4404 avec un taux de ferrite parce que c'est surtout le taux de ferrite qui va nous intéresser. Lorsqu'on veut aller sur un taux de ferrite plus faible, on peut aller vers des nuances de 1,4435 par exemple, qu'on utilise assez régulièrement pour les installations d'OPPI, surtout que l'OPPI, on l'utilise à chaud, et l'OPPI l'eau purifiée et l'OPPI sont des eaux qui sont extrêmement agressives. C'est oxydant possible, Voilà, c'est agressif parce qu'on les a tellement appauvries qu'elles vont chercher à se charger par tout ce qu'elles peuvent trouver autour d'elles. Et elles vont agresser même l'inox. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des traitements de surface spécifiques. On va parler de passivation, par exemple, des surfaces de l'inox. C'est un traitement qui permet de ce qu'on appelle remonter une couche passive. C'est souvent des oxydes de chrome qui vont remonter en surface pour faire en sorte que la surface de l'inox soit la plus inerte possible et la plus résistante aux agressions de l'eau purifiée, l'OPPI, combinée à de l'ozone, combinée à de la température lorsqu'on est sur de l'OPPI par exemple, pour justement apporter cette résistance-là. Ça marche. Très bien. On était en train de regarder avec Ludo, notre conducteur est complètement dans les choux.